Imaginez un instant que la vieille fournaise au mazout, qui ronronne au sous-sol d'un duplex montréalais, détienne à cet instant précis la clé pour sauver une ville européenne des inondations. Ah, vu comme ça semble complètement tiré par les cheveux, c'est sûr. Bah oui, complètement. On se dit, une simple machine dans un quartier résidentiel canadien qui influence la survie climatique d'une métropole côtière à l'autre bout du monde, c'est de la science-fiction. Ouais, on pourrait le croire. Mais quand on regarde vraiment sous le capot de ce qui se passe actuellement, eh bien ce n'est pas de la fiction du tout. Exactement. Parce que la ville de Montréal ne se contente plus de simplement s'étendre ou de rénover ses rues. En ce moment, elle est littéralement en train d'enseigner au monde entier comment survivre au XXIe siècle. C'est une métamorphose fascinante. En fait, ce qu'on observe, c'est la transformation d'une métropole en un véritable manuel d'instruction à ciel ouvert. Un manuel pour la résilience urbaine mondiale. Et c'est justement la mission de notre analyse approfondie d'aujourd'hui. On va plonger dans une série de documents, des rapports et des analyses qui proviennent directement des portails wikiresidence.ca et infodrone.ca. Oui, des sources très riches. Le but, c'est de comprendre comment une décision diplomatique de haut niveau, plus précisément l'inauguration en septembre dernier, en 2025, du bureau de projet d'ONU Habitat à Montréal, a des répercussions absolument directes sur le quotidien. Absolument. Et quand on dit direct, on parle littéralement de la toiture, des murs et du portefeuille des citoyens. Voilà. On veut montrer à notre auditoire comment de très grands concepts mondiaux se transforment en outils hyper tangibles. Mais avant de plonger, il faut poser notre règle de base. C'est très important, oui. Notre exploration aujourd'hui s'appuie strictement et uniquement sur les données factuelles fournies par ces deux sources. C'est ça, on reste neutre. Tout à fait. On va disséquer l'ingénierie de ces initiatives et les rouages financiers, mais sans jamais prendre position sur les politiques gouvernementales ou les idéologies. Je suis convaincue que pour bien comprendre l'outil, il faut analyser la mécanique pure. Je suis tout à fait d'accord. On laisse la politique de côté pour jouer les mécaniciens du dimanche. Bon, décortiquons tout ça parce qu'on parle d'un changement de paradigme majeur. Pour bien poser le cadre, il faut réaliser que Montréal est désormais reconnu mondialement comme un pôle d'intelligence urbaine. Ouais, on a l'impression de voir une sorte d'équipe des Avengers de la diplomatie. C'est une excellente comparaison. Non mais c'est stupéfiant. On compte désormais 6 bureaux onusiens officiels. Et ce ne sont pas des coquilles vides. On a l'OACI qui dicte littéralement les normes mondiales pour l'aviation civile. Et il y a aussi le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, le SCDB. Ah oui, très important de rappeler ce contexte-là. C'est ici qu'a été forgé l'accord historique Kunming-Montréal en 2022. Exactement. Ce fameux engagement mondial de protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030, un texte vraiment fondateur pour la planète. Et la liste continue. On a l'Institut de statistique de l'UNESCO, le secrétariat du protocole de Montréal, oui, ceux qui ont sauvé la couche d'ozone, et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Sans oublier les quelques 65 autres organisations internationales non onusiennes comme l'Agence mondiale antidopage ou l'IATA. C'est fou le nombre d'acronymes. Mais là où ça devient vraiment crucial pour notre sujet, c'est le mandat spécifique de ce tout nouveau bureau d'ONU Habitat. Oui, il repose sur 3 piliers d'intervention très clairs. Lesquels exactement? La résilience climatique pour les villes vulnérables, l'intelligence artificielle pour optimiser l'aménagement urbain et l'inclusion sociale. Ce dernier point implique un soutien direct aux communautés autochtones et aux populations précaires. Ok, je vois. Mais je me dois de faire l'avocat du diable ici. Je suis certain que quiconque nous écoute se pose la même question. Je t'écoute. Les immenses structures internationales, et l'ONU en tête, traînent souvent une réputation de bureaucratie hyper lourde, voire paralysante. On imagine des fonctionnaires qui pondent des rapports de 1000 pages que personne ne lit jamais. Ah, la fameuse tour d'ivoire de l'administration mondiale. Voilà, Fate. Comment ce bureau évite-t-il d'être juste une autre tour d'ivoire au centre-ville, complètement déconnectée des vrais problèmes, comme les nids de poules ou les factures de chauffage? C'est la question centrale. Et ce qui est fascinant ici, c'est la réponse organisationnelle qu'ils ont développée. Nos sources parlent d'une structure agile. Agile? Genre comme une start-up technologique? Un peu, oui. ONU Habitat n'a pas embauché des milliers de chercheurs pour travailler en vase clos. Le bureau agit plutôt comme un routeur Internet à haut débit. Ok, explique-moi ça. Il se branche directement sur des réseaux de savoirs locaux qui existent déjà et qui sont ultra performants. Il ne crée pas la donnée de zéro. Il la capte, la structure et l'exporte. Donc si je comprends bien, l'antidote à la paralysie bureaucratique, c'est de parasiter l'expertise qui grouille déjà sur le terrain. Parasiter est un mot un peu fort. Parlons plutôt de symbiose. Symbiose, ok, j'achète.
Et les chiffres prouvent que ce modèle fonctionne très bien. Les publications issues de cette synergie génèrent plus de 375 000 téléchargements annuels. 375 000. Ah ouais. Oui. Des ingénieurs municipaux à Barcelone ou des urbanistes à Hambourg téléchargent les modèles développés ici pour les appliquer chez eux. L'information circule à une vitesse folle. Cette idée de symbiose m'amène directement à la suite. Puisque ces diplomates s'appuient sur une toile d'araignée d'experts locaux, allons voir qui compose cette toile. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce qu'en fouillant dans les documents, on découvre un moteur académique qui tourne à plein régime. Et l'approche des universités est tellement contrastée, on est vraiment entre la pure science-fiction et le recyclage urbain de survie. Métropole de l'an 2050. Tout à fait. Ils utilisent leur propre campus comme des laboratoires fermés. Oui, il y a cette initiative Université 2030 qui aligne la recherche universitaire millimètre par millimètre sur le plan climat de la ville et qui intègre des centaines de stagiaires. Mais concrètement, c'est quoi un quartier zéro émission? On ne parle pas juste de beaux dessins sur un ordinateur. Non, pas du tout. Concrètement, ça implique des percées réelles en ingénierie des matériaux et en gestion de l'énergie. D'accord. Concordia travaille sur des micro-réseaux électriques intelligents. Imagine des bâtiments qui ne se contentent pas de consommer de l'électricité. Ils la stockent dans leur fondation sous forme thermique pendant la nuit. Waouh. Et ensuite, Ensuite, ils la redistribuent aux bâtiments voisins durant les pics de demande le jour. C'est la création d'un véritable métabolisme urbain. c'est vertigineux, mais voilà le hic qui me saute aux yeux. L'innovation pour les nouveaux bâtiments, c'est génial. Sauf qu'on ne peut pas juste dynamiter une ville entière qui a des siècles d'histoire pour la reconstruire selon les normes parfaites de Concordia. Non, évidemment, ce serait impossible, et pas très écologique de toute façon. Voilà, l'angle mort massif, le bâti existant. Et c'est là que l'université McGill entre dans la danse. Je dois avouer que leur approche m'a passionné. McGill apporte cet ancrage essentiel dans la réalité historique. Après tout, la ville la plus écologique, c'est celle qu'on n'a pas besoin de construire à partir de zéro. C'est ça l'idée. Si Concordia dessine la métropole de science-fiction, McGill agit comme l'ultime spécialiste du recyclage architectural. Nos documents détaillent d'une recherche titanesque sur 3000 bâtiments vacants ou sous-utilisés pour en faire des logements abordables. Et il y a ce projet spécifique du professeur Malomo qui est très important. Ah oui, le projet est financé à hauteur de 1,7 million de dollars. Exactement. Son but, ce n'est pas de faire du neuf. Il prend de vieilles structures en briques et cherche à les rendre résilientes aux séismes et aux tempêtes climatiques. Mais comment on fait ça en fait? Je veux dire, on ne peut pas juste mettre du gros scotch sur un mur de briques centenaires en espérant que ça tienne face à un ouragan. Non, c'est là que l'ingénierie devient de la haute couture. Les équipes de McGill développent des techniques de renforcement par l'intérieur. Par l'intérieur, oui. Oui, au lieu de détruire de vieux murs porteurs, ils viennent y injecter des polymères de pointe où ils les enveloppent de maillages en fibre de carbone ultra légers. Ah, je vois. C'est brillant. Ces matériaux agissent littéralement comme des ligaments artificiels. Ça permet aux vieux bâtiments de fléchir et d'absorber l'énergie d'un séisme sans s'effondrer. Et ça préserve la façade patrimoniale en même temps. Et on couple ça avec l'école d'urbanisme qui étudie l'impact de ces logements sur la santé publique. Mais au milieu de ce grand écart entre Concordia et McGill, il y a l'intelligence artificielle. Ah, l'IA, c'est le domaine du MILA, l'Institut québécois d'IA, qui modélise les risques climatiques comme les inondations et les îlots de chaleur. Sans oublier l'ETS, l'école de technologie supérieure, sur les boucles thermiques, et l'UQAM avec son observatoire sur l'agenda 2030. Mais là, je vais encore jouer les troubles faits. Vas-y. Aujourd'hui, on nous met de l'IA à toutes les sauces. Le frigo a de l'IA, la brosse à dents a de l'IA. Est-ce que ce MILA, ce n'est pas juste un mot à la mode pour attirer les subventions internationales? A-t-on vraiment besoin d'un algorithme pour comprendre qu'un stationnement en asphalte va être brûlant en plein mois de juillet? C'est une réserve tout à fait légitime. Le risque de l'IA-washing, comme on dit, est partout. Mais dans ce contexte précis de planification d'urgence, la différence qu'apporte le MILA se résume en un seul mot: la granularité. La granularité, c'est-à-dire... En urbanisme classique, on fonctionne à une échelle très macroscopique. On regarde une carte thermique satellitaire et on se dit « Bon, ce code postal est une zone rouge, il y fait très chaud. Ok. » Et l'IA change quoi? L'IA permet de passer de cette carte floue à une intervention au scalpel rue par rue, en créant ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Des jumeaux numériques, c'est une copie virtuelle de la ville, dans un ordinateur. C'est exactement cela. Imagine une version surpuissante d'un jeu de simulation urbaine. L'algorithme prend en compte des millions de variables simultanées, des choses que le cerveau humain ne pourrait jamais croiser assez vite. Comme quoi, par exemple?
La capacité de réflexion précise de chaque toiture, les corridors de vent entre deux gratte-ciel spécifiques, la densité de l'asphalte d'une ruelle. Et il croise tout cela avec les données démographiques de la santé publique. Attends, donc il ne dit pas seulement qu'il fera chaud en général, il cible les victimes potentielles. Absolument. C'est là la révolution. Le modèle peut prédire que, lors de la canicule du 14 juillet, à 15 heures précises, c'est l'appartement du 3e étage de ce bâtiment-là qui va se transformer en four mortel. Waouh. Et il sait que, statistiquement, une personne âgée, isolée, y réside. Alors l'algorithme dit à la ville, ne plantez pas d'arbres n'importe où. Plantez un chêne à ce mètre précis du trottoir, car dans 5 ans, son ombre sauvera la vie de cette personne au 3e étage. C'est incroyable. Ce n'est plus du simple paysagement, c'est de la médecine préventive algorithmique. L'IA n'est pas un gadget, c'est un outil de survie prédictive. Exactement. C'est passer d'une vision d'ensemble vague à une action chirurgicale. Bon, c'est une machinerie académique absolument fascinante. Mais il y a un obstacle majeur. C'est l'heure du test de la réalité. Oui, le retour sur Terre. Parce que toutes ces recherches, ces ligaments en fibre de carbone, ces jumeaux prédictifs, c'est très impressionnant dans un labo financé à coups de millions. Mais la question inévitable, c'est OK, comment toute cette science redescend dans le portefeuille ou la maison d'un citoyen ordinaire en cette année 2026 ? C'est vraiment le nœud de la guerre. Comment passer de la macro-diplomatie à la micro-réalité. Et c'est là que l'écosystème montréalais se démarque totalement. Ah oui ? Oui, l'objectif n'est pas de garder le savoir captif, mais de le transformer en levier financier et en outil pratique pour le citoyen. C'est d'ailleurs la partie des documents qui m'a le plus étonné. On réalise que les grands objectifs de développement durable de l'ONU, les trucs votés à Genève, se sont métamorphosés en liste de courses pour la quincaillerie du coin. C'est une belle façon de le formuler. Prenons l'outil chauffeurmieux.com, développé par Concordia. La simplicité du truc est désarmante. En 2 minutes, un propriétaire de duplex rentre ses données. Et boum! Et le site lui sort un profil de rénovation sur mesure. Exactement. Il calcule la réduction des gaz à effet de serre, le temps précis du retour sur investissement s'il achète une thermopompe ou s'il isole son entretoit. Et la cerise sur le gâteau, le système affiche les subventions applicables en temps réel. C'est la démocratisation parfaite de l'expertise complexe. Une analyse qui coûtait une fortune en ingénieur conseil est maintenant gratuite et instantanée. Mais bon, le conseil c'est bien, l'argent c'est mieux. Parlons finance justement. J'ai vu cette initiative dans nos notes, le projet Côté Habitat. De quoi s'agit-il exactement ? C'est une pièce maîtresse. Ce projet vise le chaînon manquant de la transition. Les petits propriétaires de bâtiments de 6 logements et plus, et les OBNL en habitation. Ceux qui ont souvent le moins d'argent pour faire de gros travaux. Exactement. Le projet offre des enveloppes de subventions majeures jusqu'à 50 000 $ pour financer des projets de démonstration. 50 000, c'est pas rien. On commence à parler d'enveloppe thermique complète, hein. Le but est de rénover 1000 logements d'ici la fin de l'année 2026. On peut même les contacter via cotehabitat.ca. Et cette effervescence financière semble très concentrée dans l'est de l'île de Montréal, non ? Oui, le gouvernement a récemment débloqué 23 millions de $ spécifiquement pour la revitalisation de ce secteur. Et il y a une notion d'immédiateté très importante. Ah oui, le détail temporel crucial, Oui. c'est que les projets sont analysés en continu, mais jusqu'au 31 mars 2026 seulement. Oui. Ce qui veut dire, dans à peine quelques jours, pour quiconque nous écoute en ce moment, l'horloge tourne à une vitesse folle. Et pour gérer cette urgence, les documents montrent qu'il y a une méthodologie stricte. La fameuse checklist du gestionnaire. C'est ça. On dirait presque la préparation d'un prêt hypothécaire climatique. On ne se pointe pas les mains vides. Avant de demander de l'aide, il faut prouver son indice de consommation avec les factures d'Hydro-Québec ou d'Énergir des 24 derniers mois. C'est l'exigence de rigueur scientifique qui redescend au niveau de la rue. Puis il faut l'âge des systèmes mécaniques, la chaudière, la toiture et le rapport de chauffeurmieux.com. Avec ce dossier en béton, on débloque le programme Logivert ou le Fonds Climat Montréal. Tout est interconnecté. Mais là, il faut qu'on s'arrête une seconde sur la question fondamentale de notre analyse. Laquelle ? Pourquoi l'ONU, qui gère normalement des famines, des casques bleus ou des crises de réfugiés mondiales, se soucierait-elle qu'un petit propriétaire montréalais change sa vieille fournaise ? C'est quoi l'intérêt diplomatique de ce sous-sol ? Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là qu'on découvre le véritable secret de cette stratégie. La réponse, c'est la valeur inestimable du modèle reproductible. C'est-à-dire ? Ce n'est pas par pure philanthropie locale. Nos sources indiquent que les projets locaux qui intègrent les données de McGill ou Concordia obtiennent une priorité dans les budgets fédéraux de 2026.
Pourquoi? Parce que le duplex devient un laboratoire vivant. Attends, donc le citoyen qui rénove son sous-sol devient, sans le savoir, un cobaye pour le monde entier. Un cobaye volontaire et très bien subventionné, oui. ONU Habitat compile absolument toutes les données de ces chantiers. Il mesure les coûts réels, l'efficacité des thermopompes face au froid, la vitesse d'adoption des outils d'IA. Et une fois la recette prouvée, L'ONU prend ce mode d'emploi, l'emballe et l'exporte. Une solution développée dans une rue montréalaise et partagée avec des villes portuaires asiatiques ou des métropoles africaines en pleine croissance. Le succès ultra-local devient la norme internationale. c'est la boucle parfaite. La diplomatie nourrit l'université. L'université crée l'outil, le citoyen l'utilise et génère de la donnée, et cette donnée retourne à la diplomatie pour sauver d'autres villes. Alors, que doit-on retenir de tout ça? Bonne question. On a commencé avec un simple bureau de l'ONU, et on finit dans les conduits de ventilation d'un triplex. Ce qu'on retient, c'est que Montréal prouve que l'urbanisme durable fonctionne mieux quand la rigueur diplomatique s'allie à l'audace académique et aux incitatifs financiers locaux. Et pour quiconque nous écoute, cette exploration prouve que l'action climatique n'est pas qu'une notion abstraite débattue dans de grands sommets internationaux. Non, ça se passe dans le mur de notre salon. Exactement. Elle se vit, se finance et se construit dans nos quartiers. La transition écologique, c'est aussi une opportunité économique directe. C'est fascinant de voir le global dépendre à ce point du local. D'ailleurs, cela soulève une réflexion finale inédite. Puisque nos rénovations locales servent désormais de base de données mondiale pour l'ONU, on peut se demander comment va évoluer la citoyenneté urbaine de demain. Ah oui, Est-ce que cela impliquera le devoir moral de partager les données énergétiques privées de nos maisons en open source pour aider d'autres villes de la planète à survivre? Nos maisons privées sont-elles vouées à devenir des biens publics mondiaux de l'information? la maison privée transformée en bien public mondial pour la survie du climat. Waouh! C'est une perspective vertigineuse qui redéfinit totalement la frontière entre l'intimité d'un foyer et l'urgence collective. Ça laisse assurément matière à réflexion pour la prochaine fois qu'on ajustera son propre thermostat. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse détaillée de la diplomatie du sous-sol et de l'ingénierie de demain.